asalaamaaleykum chers téléspectateurs de la Madiar TV daleen ak jàmm ci Sans Mesure émission politique voilà bi ngeen di am fii ci Madiar TV du lundi au jeudi à partir de 15h tey jii ñu am mbégte ak contentement di dalal ci plateau bi kii di Ibou Diokou mu nekk un membre du mouvement Goudomp Debout voilà nekk tamit par ailleurs un collectif bi nga xam ne ñoom ñooy prôner pour la libération wala. Exiger la libération d'Olivier Boucal, inspecteur des finances. Alors Ibou ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Sans Mesure. maa ngi lay fay monsieur Ba di nuyu également sa téléspectateurs yëpp di la permettre aussi nga may ma mën a nuyu toute la population du département de Goudomp ainsi que les membres du mouvement Goudomp Debout. Et nga permettre également aussi ma nuyu madame Olivier Boucal, madame Émilie jigéen mu xam ne c'est une brave femme, une femme résiliente qui malgré en quelque sorte l'emprisonnement de son mari, elle continue en quelque sorte de montrer cet caractère-là d'une femme brave. Merci. Merci Ibou Diokou justement xam naa dañuy dugg ci vif bi rek ci mouvement Goudomp Debout alors mouvement bi ndax mën nga ñëwaat un peu sur les objectifs de ce mouvement. Oui d'abord les objectifs du mouvement keroog bu ñu ma invité fii léegi bu ñu ma invité j'ai un tout petit peu décliné les objectifs du mouvement Goudomp Debout. Le mouvement Goudomp Debout dafa judd ci contexte boo xam ne ça a trouvé que le département en question a requis plus de 30 ans de retard. Parce que 30 ans de communalisation, ensuite 15 ans, n'est-ce pas, la population qui département de Goudomp bénéficie en quelque sorte d'un chef-lieu de département, rien n'avance. Donc du coup, les intellectuels du département de Goudomp et les cadres se sont dit qu'il faut créer quelque chose en quelque sorte pour pallier à ce problème dont le département fait face pendant plus de 30 ans. Et c'est pourquoi, autour de l'inspecteur Olivier Boucal, nous créons le mouvement Goudomp Debout. Juste en quelque sorte pour apporter une plus-value par rapport au processus de développement qui a été mis en place depuis 30 ans et qui malheureusement cela n'aboutit à rien. Et c'est pourquoi nous on se réunit entre nous les fils du département de Goudomp en créant le mouvement Goudomp Debout. Voilà, c'est ça. Alors voilà, donc c'est un mouvement quand même que vous avez mis sur place pour contribuer au développement donc du département de Goudomp de façon générale. Alors vous êtes très actif également sur le front pour la libération des détenus politiques, notamment sur Olivier Boucal nga xam ne dañu ko arrêté woon ci événement juin si je ne me trompe pas ou bien. le mois de juillet. Oui. Voilà booba léegi yéen a ngi exiger sa libération ndax jàpp ngeen ne voilà c'est quand même un détenu politique. Alors fan ngeen toll ci combat boobu noonu ak yan stratégie yi nga xam ne jot ngeen ko def booba léegi. Oui, pour vous dire que le combat pour la libération des détenus politiques est un combat que nous menons tous les jours. Chaque jour, nous menons ce combat-là. Je pense que la fois dernière, vous avez invité ici le professeur Mbouji. Le docteur Ndene Mbouji. Vous l'avez invité ici. Donc, nous sommes dans ce siège, n'est-ce pas, de combat pour la libération des détenus politiques. Parce que pourquoi ces personnes-là n'ont pas leur place en prison. Aujourd'hui, nous sommes dans un état démocratique et chaque individu a le droit en quelque sorte de donner son opinion par rapport à la situation du pays. Donc aujourd'hui, nous avons en face... Est-ce que donner son opinion seulement suffit pour être arrêté? C'est la question que les gens se posent. Est-ce que ceux qui ont été arrêtés sur la base d'avoir donné quand même leur opinion sur la situation du pays? La plupart des détenus politiques ont été arrêtés parce que tout simplement ils ont donné leur avis par rapport à une situation qu'ils jugent injuste. Je vous donne l'exemple de l'inspecteur Olivier Boucal. C'est la base de rien du tout en fait. Parce que pourquoi? Il a fait un post d'une vidéo qui ne fait même pas 1 heure de temps. J'allais dire 1 minute. Cette vidéo est beaucoup dégoulée. Tu ne peux pas en quelque sorte considérer ces paroles-là comme
un appel à l'insurrection. Bon, également le cas de Fadilou Keita. Il a aussi posé des interrogations par rapport, n'est-ce pas, à la disparition de Didier Badji et de Fulbert Sambou. Et à partir de là, tu ne l'as pas diapé. Donc cela veut dire que nous ne sommes plus dans un état démocratique, mais dans un état autoritaire, où les individus, où les citoyens, si vous voulez, n'ont plus le droit de conspirer, n'est-ce pas, leur avis par rapport à la situation du pays. Et alors vous, mouvement Goudomp Debout, quelle stratégie êtes-vous en train de mettre en place pour quand même ce combat-là aboutir? Nous avons mis en place plusieurs stratégies. Vous voyez de temps en temps les membres du mouvement Goudomp Debout ainsi que, n'est-ce pas, les sympathisants qui garnissent les médias aujourd'hui pour exiger et la libération de l'inspecteur local et la libération de tous les détenus politiques. Parce que ces personnes-là, ils n'ont tué personne. Ils n'ont volé les biens d'autrui. Ils sont tout simplement victimes de délits d'opinion parce qu'ils ont donné leur opinion par rapport à la situation de ce pays-là. Une situation qui est vraiment désastreuse, en fait. Vous voyez, la démocratie, vous savez ce qui fait en quelque sorte l'essence de la démocratie, c'est la contradiction. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait de la contradiction dans la démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas de contradiction à ce qui concerne la démocratie, donc on ne peut pas parler d'un État démocratique ou bien d'une république démocratique. Donc plutôt on allait dire, n'est-ce pas, que nous sommes un État monarchique. Alors hier on a quand même écouté Madame la ministre des Affaires, Madame la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Aïssata Tall Sall, se prononcer sur ces situations-là, ces détenus politiques entre guillemets, puisque d'après elle, il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal, ni d'appuyer dans le cas, ça entre dans le cadre global de citoyens, d'arrestation de citoyens du commun, ça relève du commun, du droit commun, comme certains citoyens, c'est des citoyens lambda, nous avons une infraction, nous avons la différence c'est que nous sommes hommes politiques, c'est des citoyens là-bas, donc nous considérons que le Sénégal a des détenus politiques. Non, quelle réponse apportez-vous donc à ça? Bon, pour ça, c'est un avis venant d'une politicienne, en fait. Parce que c'est la ministre de la Justice. Oui, je sais, oui, un ministre de la Justice qui se maquille sur les propos politiciens. Vous comprenez? Si on était dans un régime normal, un ministre de la Justice aurait pu en quelque sorte tenir des propos beaucoup plus décents que ce qu'elle a dit aujourd'hui. Dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal, c'est en quelque sorte assommer notre démocratie, alors que la démocratie sénégalaise aurait mérité mieux. Il y a des années en arrière, le Sénégal était considéré comme une vitrine en termes de démocratie, comme une vitrine en termes de respect des libertés, en termes de respect des droits de l'homme. Nous avons dans toute la sous-région, Sénégal est comme exemple de démocratie. Quand tu pars au Burkina Faso, quand ces personnes-là, quand leur gouvernement a des problèmes, ils disent allons-y au Sénégal, ils ont déjà réfléchi sur ça. Pour montrer en quelque sorte l'image que le Sénégal dégage par rapport aux autres pays. Mais bon défait en quelque sorte, bon la démocratie sénégalaise par rapport aux décennies passées. Mais tu te dis que en quelque sorte, quels sont les gens qui nous gouvernent aujourd'hui? Parce que est-ce que ces deux Sénégal-là ne sont pas quand même deux Sénégal différents avec l'avènement des réseaux sociaux? Il y a de cela des décennies, le Sénégal n'avait pas connu ça. T'es dit, c'était ce déferlement sur les réseaux sociaux, bindi, ni di khas, ni di saga, ni di wote lenen. Est-ce que tu favoriser, madame, arrestation peut-être auparavant le Sénégal n'a pas connu ça?
Non, il faut dire que le Sénégal a toujours connu ça. Sauf qu'on avait des dirigeants qui, malgré quoi qu'on puisse dire, ont toujours fait preuve de quiétude. Personne n'a subi plus d'injustice qu'Ablaouad. Ablaouad a toujours des déboires avec Abdou Diouf. Mais à l'époque, Abdou Diouf, ça beaucoup de dit, élection budgétaire, ça devait être bail. On comprend. Non, mais sauf que la justice de l'époque était beaucoup plus mature par rapport à la justice que nous avons aujourd'hui. Justice c'est une justice côté mon phare. Aujourd'hui, si tu n'es pas avec le pouvoir, tu es en danger. Bon, de la justice avec quelqu'un même qui est de la mouvance présidentielle, il y a fait des. On a vu des cas, plusieurs cas. Je parlais tout à l'heure de l'inspecteur Olivier Bouka, les propos qu'il a tenus. Mais c'est moins grave par rapport aux propos que le DG de la SAPCO avait tenu à Goudam. Et pourtant, il n'est pas inquiété. Parce que pourquoi? Parce qu'il est tout simplement de la mouvance présidentielle. Mais s'il était de l'opposition, je pense qu'il allait faire des années en prison parce que ces propos, ce sont des propos sanguinaires. Et c'est cette situation d'injustice-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Les libertés individuelles sont bafouées, les droits de l'homme sont bafoués. Notre démocratie est au coma. Le régime actuel a décimé notre démocratie. Ce régime actuel a décimé en quelque sorte les valeurs démocratiques que nous avons dans le passé. Et c'est ça la réalité. Mais démocratie également, c'est liberté, mais également c'est responsabilité. Est-ce que vous ne pensez pas également qu'aujourd'hui les gens sont allés trop loin par rapport donc à leur liberté au point d'atteindre quand même d'atteindre la liberté des autres, parce qu'on dit très souvent que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Le Sénégal, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont passées de mars en 2021 jusqu'à aujourd'hui. Hein. On a traversé quand même beaucoup d'événements douloureux, beaucoup de violences, beaucoup d'arrestations. Mais quand même, en regardant de façon concrète ce qui s'est passé également, on a l'impression que le Sénégal quand même a un peu changé, on a un peu basculé vers l'irresponsabilité. Est-ce que vous ne trouvez pas ça aussi une raison qui explique ces nombreuses arrestations? Non, d'abord, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui est à l'origine en quelque sorte de ce basculement-là. Pourquoi, dans la foulée, le peuple s'est révolté, la jeunesse s'est révoltée en conspuant certaines paroles? C'est parce que quelque part, c'est l'État qui est à l'origine de ça. Le régime, j'allais dire, parce que quand je dis l'État, ça devient un peu global. Mais le régime, en fait, parce que c'est ce régime-là qui a créé tout ce pêle-mêle dans ce pays-là. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, la jeunesse a pris ses responsabilités en faisant face à ce régime-là. Quand une personne donne son avis par rapport à ce qui se passe dans le pays, quand vous arrêtez cette personne-là, mais vous créez une frustration vis-à-vis des autres. Et c'est petit à petit, c'est comme ça que la révolte commence. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le régime aurait pu gagner plus de respect vis-à-vis du peuple en acceptant cette contradiction-là, en acceptant cette critique-là. Parce que quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui dirige un pays, doit s'attendre à ce qu'il reçoive en quelque sorte les critiques venant du peuple. C'est vrai. Parce que nulle œuvre n'est parfaite en fait. On sera toujours critiqué, même dans nos familles, on est souvent critiqué dedans. Mais on remarque quand même cet écart de langage, on parlait de critiques, mais du côté quand même de la justice, on ne parle pas de critiques, on parle de motifs beaucoup plus sérieux que ça. Donc on parle de menaces de mort, on parle d'insurrection, on parle d'appel à la révolte. Je pense que ça, c'est des mots quand même qui ne sont pas du même registre quand même des critiques. Mais un écart de langage,
Cet écart de langage, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand même le peuple qui est en train de souffrir de cet écart de langage entre l'opposition que vous êtes et quand même mais l'écart de langage, ça a commencé où? C'est avec le régime. On a vu ici des Brousseaux décliner des propos indécents, des propos dangereux à l'hémicycle. Ok? On a vu ici des politiciens traités, n'est-ce pas, Ousmane Sonko, de rebelles. Et ce sont des personnes qui sont au niveau de l'opposition. Est-ce qu'on a une fois arrêté ces personnes-là? Ou bien est-ce qu'on a une fois interpellé ces personnes-là? C'est les propos qu'ils ont déclinés par rapport aux personnes qui ne sont pas de la mouvance présidentielle. Vous voyez combien de fois c'est dangereux. Et pourtant, il suffit qu'une personne qui est au niveau de l'opposition dise quelque chose et en moins de 24 heures, la personne est arrêtée. Mais si c'est de l'autre côté, la personne n'est même pas inquiète. On traite des individus de salafistes. Récemment, on a vu des députés traiter Bassirou Diomaye Faye de salafistes. Mais est-ce que si c'était quelqu'un qui est de l'opposition qui traite, n'est-ce pas, le président Macky Sall ou bien Amadou Ba de salafistes, je crois qu'aujourd'hui cette personne-là sera déjà en prison. Donc il n'y a pas cette justice, il n'y a pas cette équité-là. Mais quand même, traité, c'est vrai que ça ne peut pas justifier quand même ces écarts de langage-là, mais quand même on a entendu des gens traiter de n'importe quoi au chef de l'État, de dictateur, de monarque, tout ça, ça même c'est des mots qu'on a entendu parler. Et pourtant, ces personnes n'ont pas été arrêtées. Donc, mais de toute façon, ce n'est pas quand même des motifs pour valider quand même cet écart de langage-là. Dans les deux cas, ça ne doit pas exister dans une démocratie, on est tous d'accord sur ça. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est qu'aujourd'hui, vous, malgré tout cela, vous avez essayé quand même depuis ce temps-là, vous êtes quand même sur ce combat de libération des détenus politiques. Récemment, on a vu il y a eu beaucoup de fronts, le F24 qui ont été mis en place pour quand même essayer de mener ce combat-là, également avec d'autres points qui figuraient dans la charte du F24, notamment le troisième mandat qui a déjà été évacué. Alors, au regard de tout cela, on a l'impression quand même qu'il y a un coup de frein dans ce combat-là. On n'entend plus le F24, on n'entend pas en fait cette opposition regroupée autour de ce combat-là pour porter le combat. Il n'y a que des individualités par-ci, par-là qui quand même se mettent en évidence pour porter le combat au niveau quand même des médias. Mais est-ce que de façon collective, de façon unie, est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui l'opposition ne s'est pas effritée, n'a pas quand même rangé ce combat-là dans les tiroirs pour des préoccupations beaucoup purement politiques? Non, je pense que donc il faut faire la différence entre ce que j'appelle l'opposition et l'apposition. Il y a l'opposition qui incarne d'une manière radicale son opposition par rapport au régime actuel. Il y a l'opposition, c'est ce qui vient en quelque sorte se s'opposer dans l'opposition, alors qu'ils sont entre le juste et le zeste. Cela veut dire quoi? Il y a un côté qui est dans l'opposition et l'autre côté qui est au pouvoir. Et le corps est au milieu. Donc ces gens-là, vous ne pouvez pas en quelque sorte décliner leur position. Non, je n'ai pas. Si tout le monde se réclame de pouvoir, quand vous n'êtes pas du pouvoir, vous êtes quand même de l'opposition. Non, mais il y a des gens qui ne savent même pas où ils sont en fait. Alors parlons de l'opposition purement dite. Donc quand je parle de l'opposition dans laquelle nous sommes, l'opposition incarnée par la personne du président Ousmane Sonko, bien qu'il est en prison, les autres qui sont ici sont en train de mener le combat. Vous savez, en politique, le timing est très très important. Nous sommes dans un contexte où il faut faire des choses d'une manière pacifique. Parce qu'aujourd'hui, si on devait en quelque sorte organiser des manifestations acerbes, on donnera l'opportunité au régime en quelque sorte de décaler les élections. Vous voyez? Donc on ne le fera pas. Au moment où je vous parle, les gens sont en train de travailler de concert pour en quelque sorte pour que en 2024 la victoire
soit en quelque sorte en notre faveur. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, bien que le démarrage des parrainages de notre côté avait retardé par rapport à cette mascarade judiciaire, le premier jour qu'on avait démarré des parrainages, vous avez vu, dans toutes les contrées, il y avait des remous dans toutes les contrées de ces pays-là. C'est ce qui montre également l'organisation en quelque sorte de l'opposition qui est incarnée par Ousmane Sonko. Nous sommes plus que jamais déterminés. Donc, pour vous dire tout simplement que l'opposition n'a pas mis ce combat-là dans les tiroirs, mais est en train de travailler à bras le corps pour qu'en février 2024, nous puissions sortir victorieux de cette élection-là. Alors, quand on dit que l'opposition est en train de ranger cette bataille-là, c'est qu'au lieu de parler de sortir, d'exiger la libération, de faire des manifestations pour ça, les gens sont plutôt focus sur les parrainages, sur comment faire pour passer quand même cette étape des parrainages, pour valider sa candidature. On est trop focalisé sur ça. Par conséquence, tout le monde oublie les prisonniers, tout le monde oublie le combat pour la libération. Je pense que c'est dans ce sens quand même qu'on dit que est-ce que l'opposition n'a pas quand même laissé de côté ce combat-là pour se focaliser vous savez, les parrainages font partie en quelque sorte de ce combat que nous menons. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de régler la question des parrainages qu'on a oublié les détenus politiques. On ne les a pas oubliés. Je vous ai dit, la question concernant la libération des détenus politiques, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat que les gens mènent tous les jours. Vous voyez. Mais également, le parrainage fait partie, n'est-ce pas, de l'un des combats que nous menons, en quelque sorte. Et Inch'Allah, nous gagnerons ce combat-là. Inch'Allah, un jour, ces détenus politiques-là seront libres. Parce qu'il ne reste que 3 mois pour ce régime-là, pour qu'il cède, en quelque sorte, notre pays. Vous voyez. Qu'est-ce que vous le faites dire? Vous pensez qu'ils n'ont pas cette capacité de gagner ces élections en 2024? Ils vont passer par quel mois? On a quand même écho que Amadou Ba et son camp ont quand même collecté plus de 3 millions de parrains. Ça, quand même, si vous avez, j'espère que vous avez entendu parler quand même. 3 millions de parrains, c'est de la comédie en fait. Est-ce que vous avez une fois vu les militants ou bien les membres de la base présidentielle effectuer des parrains? Est-ce que vous les avez vus? Et d'un coup, ils viennent pour nous dire qu'ils ont collecté 3 millions de parrains. Quelqu'un qui réfléchit en quelque sorte peut savoir automatiquement que c'est de la comédie. Mais c'est permis, ils n'ont qu'à continuer de rêver. Et je vous promets que le réveil risque d'être brutal. Vous minimisez quand même ces paroles et pourtant Amadou Ba passera, même à l'époque de Macky Sall, le président Macky Sall en 2019 n'avait pas 3 millions de parrains. Mais soyons sérieux. Dire que la moelle présidentielle a collecté 3 millions de parrains, c'est en quelque sorte insulter la conscience des Sénégalais en fait. Quelqu'un qui n'arrive même pas à gagner son fief pour prétendre gagner le pays en fait. Là, quand même, c'est non, mais moi, je le suggère d'aller gagner d'abord les parcelles assainies. Je rappelle que c'est quelqu'un qui vient de nulle part qui lui a gagné aux parcelles assainies, Djamilou Sané, qui a été emprisonné injustement pour son appartenance politique. Donc, 3 millions de parrains, c'est juste de la comédie. Il n'était pas candidat au parcelles. Qui? Le PM. Le Premier ministre n'était pas candidat au local. Mais il a bâti la campagne. Il a bâti la campagne. Et malgré les liasses d'argent qu'il a distribué là-bas, il n'arrive même pas à gagner. C'est ce qui prouve également que le peuple n'est plus avec eux en fait. Ils veulent tout simplement forcer, mais le peuple n'est plus avec eux. Voilà.
Malgré leur victoire aux différentes élections passées, même si c'est des victoires quand même étriquées, des victoires serrées, vous pensez que le peuple leur a tourné le dos? Non. Malgré toutes ces victoires-là. Le peuple leur a tourné le dos depuis belle lurette, en fait. N'oubliez pas quand même qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, même si c'est comme un débat, qu'ils ont quand même un nombre suffisant d'élus locaux et qu'ils ont été réélus en 2019. Oui, nous connaissons tous en quelque sorte les circonstances qui leur ont fait élire, en fait. Nous connaissons tous. Une élection qui a été volée, en fait. Vous voyez. Mais en 2024, ils vont céder ce pays. Ça, vous pouvez me croire. Parce qu'ils ont assez fait du mal à ce pays-là. Ils ont enfermé des innocents. L'inspecteur Olivier Boukal est un innocent. Quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un qui n'a jamais insulté une personne. Quelqu'un qui n'a jamais tenu des propos indécents vis-à-vis de l'État. Quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec l'État. Et vous emprisonnez cette personne-là parce que tout simplement il a donné un avis par rapport à la situation du pays. Et vous croyez que ça c'est sérieux? Un inspecteur du Trésor, un cadre du calibre de l'inspecteur Olivier Boukal ne mérite pas aujourd'hui d'être en prison. Sa place ne s'y trouve pas. La place de l'inspecteur Olivier Boukal aujourd'hui, c'est au service des causes sociales. Ce qu'il sait faire de plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a fait dans le département de Goudomp est énorme. Et c'est l'espoir de tout un département qui a été brisé aujourd'hui avec l'emprisonnement de l'inspecteur Olivier Boukal. Parce que ce qu'il faisait là-bas comme du social est vraiment énorme. Et c'est pourquoi, encore une fois, je demande sa libération. Parce qu'il a des amis dans le gouvernement. Et ces amis-là même, s'ils avaient une once de crédibilité, auraient pu en quelque sorte témoigner la grandeur de l'homme. Auraient pu témoigner en quelque sorte ce caractère honnête de l'individu. Aujourd'hui, si vous interrogez les gens qui sont au niveau de la moelle présidentielle, concernant la personne de l'inspecteur Olivier Boukal, ils vous diront que c'est un citoyen modèle. Ils vous diront que c'est un homme honnête. Ils vous diront que c'est un humaniste hors pair. Mais depuis que je connais la personne de l'inspecteur Olivier Boukal, je ne l'ai jamais vu insulter une personne. Je ne l'ai jamais vu tenir des propos violents vis-à-vis d'une personne. Il a toujours été cet individu fiable. Il a toujours été cet individu toujours souriant. Donc, revenons donc un peu, c'est qu'en parlant de Boukal, Olivier Boukal quand même, vous êtes trop ému au regard de vos relations également, au regard également de votre origine, partagez le même département. Alors, vous parlez quand même des élections présidentielles de 2024. Pour revenir à ces élections-là, vous êtes quand même, voilà, puisque vous parlez d'Ousmane Sonko, qui vient récemment de désigner, d'inviter quand même ses sympathisants, ses militants à aller parrainer massivement Bassirou Diomaye Faye. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui sera le candidat du projet? Puisque quand même si Ousmane Sonko reste toujours encore éligible, il n'y a pas quand même une décision de justice qui peut qui l'écarte définitivement. Il est toujours en course, mais le parrainage, quand il invite les gens à aller parrainer quand même Bassirou Diomaye Faye, on est quand même tenté de s'interroger, est-ce que Bassirou Diomaye Faye n'est pas en pole position pour être le candidat du projet? Oui, il y a plusieurs candidats du projet. Et Bassirou Diomaye Faye en est un parmi ces candidats-là. Pourquoi l'avoir ciblé et parmi ces potentiels candidats à lui seul pour recueillir les parrainages? Oui, pourquoi pas Guy Marius Sagna, pourquoi pas El Malick Ndiaye, et parmi tant d'autres aujourd'hui, Ousmane Sonko a choisi quand même de faire parrainer Bassirou Diomaye Faye à la place des autres. Vous savez, le PASTEF n'a pas ce problème de personne. Et si Ousmane Sonko a choisi Bassirou Diomaye Faye,
c'est parce qu'ils trouvent que Bassirou Diomaye Faye, comme les autres d'ailleurs, peuvent apporter quelque chose par rapport, n'est-ce pas, au combat que le PASTEF mène depuis toujours. Et c'est pourquoi, peut-être, il a jugé nécessaire, n'est-ce pas, de mettre en place Bassirou Diomaye Faye. Mais ce n'est pas parce que les autres ne sont pas capables, en quelque sorte, de tenir en haleine, en quelque sorte, le parti, ou bien de diriger, en quelque sorte, l'élection présidentielle. Donc, que ça soit Bassirou Diomaye Faye, que ça soit Guy Marius Sagna, que ça soit Birame Souleye, c'est la même chose. C'est des 6 et des 9. Donc, ce sont tous Sonko, les Sonko en miniature, les Sonko en filigrane. Donc, ça ne pose pas de problème. Et c'est pour cela le choix de Bassirou a fait l'unanimité en quelque sorte. Quand vous voyez en quelque sorte le remous qui se fait en ce qui concerne les parrainages, vous voyez que. Il a été choisi pour porter la candidature du projet, mais il a été quand même. On l'a juste choisi pour qu'il soit, pour qu'on lui parraine. Et c'est deux choses différentes. Et est-ce que si Ousmane Sonko, par exemple, avait carrément levé le voile sur ça, en désignant carrément Bassirou Diomaye Faye le candidat du projet, est-ce que cette unanimité-là, on l'aurait quand même pu avoir? Non, vous savez, ça sont des questions de stratégie. Et nous sommes à 3 mois des élections. Donc, je ne vais pas venir en quelque sorte exposer en quelque sorte ce que le parti veut faire. Donc, c'est la stratégie. Et la stratégie, on les garde avec nous. Voilà, pour ne pas permettre à l'adversaire d'avoir un aperçu sur nos stratégies. Donc, c'est la raison pour laquelle on essaie en quelque sorte, le moment venu, en tout cas, vous serez informé en quelque sorte de la stratégie des partis ou bien de la stratégie de la coalition, en fait. Mais pour l'instant, on va garder nos stratégies parce que nous avons des dinosaures en face de nous. Donc, du coup, il serait providentiel d'être prudent et de garder en quelque sorte les stratégies pour faire face à ce régime. Ne pensez-vous pas que celle-là, quand même, cette décision a été prise tardivement au regard quand même du retard que vous avez accusé sur le début de collecte des parrainages par rapport aux autres candidats à la candidature qui ont quand même entamé leur parrainage il y a de cela quand même des semaines? Non, le choix n'a pas été pris tardivement parce que déjà on était dans une procédure judiciaire. Donc il fallait que cette procédure-là tire à sa fin pour ensuite avoir un aperçu sur des décisions à prendre. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs après cette mascarade judiciaire, dans la foulée, le président Ousmane Sonko a pris une décision, n'est-ce pas, en cooptant Bassirou Diomaye Faye comme le candidat. Vaille. Donc c'est ça en fait. Donc il n'y avait pas un retard. Le retard, ce qui a entraîné le retard même, c'est la moelle présidentielle. N'est-ce pas? Celle qui a collecté plus de 3 millions de parrains. C'est ceux qui ont collecté plus de 3 millions de parrains. Espérons qu'ils ont collecté 3 millions de parrains, hein, parce que ça, c'est de la pire comédie en fait. Voilà. Alors, et vous, Ibrahima Diokou, membre du mouvement Goudomp Debout, je rappelle quand même que voilà, le parti PASTEF a été dissous, ça quand même. On ne va pas en revenir parce que c'est quand même derrière nous. On en a tellement parlé. Mais la question qui se pose, même si vous présentez un candidat pour quand même assurer la victoire du projet, comment ce candidat-là va quand même participer à ces élections-là puisque votre parti a été dissous? Est-ce qu'il y a d'autres quand même issues aujourd'hui pour vous permettre quand même d'avoir un candidat qui puisse porter le projet sans qu'il y ait quand même dislocation entre responsables? Il n'y a jamais de dislocation dans le parti PASTEF. Parce que je vous ai dit, le parti est très bien organisé. Il n'y a pas un parti plus organisé que le parti PASTEF. Mais ce n'est plus un parti, je vous dis que... Non, pour vous, vous savez ce qui... Vous ne pouvez pas aller, par exemple, aux élections avec le nom de ce parti qui a été dissous. Même si vous allez pour essayer avec une coalition ou avec... voilà. Non, moi je vous ai dit tout ça. Ça veut dire que je ne peux pas m'exprimer
concernant cela. Je te dis, ce sont des stratégies. Et le moment venu, chaque chose a son temps. Le moment venu, vous serez informé en quelque sorte de la stratégie mise en place par le parti. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous donner notre stratégie par peur en quelque sorte à l'adversaire de continuer en quelque sorte ces stratégies-là. C'est la raison pour laquelle on décide en quelque sorte de garder nos stratégies et pour les mettre en place, n'est-ce pas, le moment venu. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il y a de ces questions, on ne peut pas à présent se prononcer là-dessus. Mais le moment venu, vous aurez en quelque sorte les informations concernant cela. Parce que vous n'êtes pas quand même en train, en voulant un peu déjouer quand même le pouvoir en place, en voulant déjouer le régime avec qui vous faites face. Est-ce que vous n'êtes pas en même temps en train de semer le doute sur la tête quand même des militants là qui aujourd'hui s'interrogent quand même, qui s'impatientent de savoir le porteur de projet? Oui, non, ce n'est pas semer le doute. Je pense que le parti, le PASTEF, a des militants aussi qui écoutent, qui attendent à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, attendent l'aval, n'est-ce pas, des cadres du parti. C'est pour cette raison pour laquelle, je vous ai dit, c'est un parti qui est très bien organisé, que ce soit du côté du servant des cadres, mais également du côté des militants. Parce que ce sont des militants qui écoutent, n'est-ce pas, leur cadre, avant, en quelque sorte, d'appliquer des décisions venant de ces cadres-là. Donc aujourd'hui, malgré en quelque sorte le magma politique-là, les militants du parti restent encore soudés et conscients des enjeux en quelque sorte et les défis à relever. C'est ça. Est-ce que donc pour considérer ce parrainage de Bassirou Diomaye Faye comme étant quand même quelque chose que pour peser ou bien pour quand même réactiver cette masse, ces militants qui quand même depuis quelque temps étaient là, qui cherchaient quand même à être guidés, à être un peu secoués? Est-ce que c'est pour ça n'entre pas quand même dans ce cadre-là de façon quand même d'occuper le terrain politiquement, d'occuper le terrain politique comme on le dit très souvent? Est-ce que ce n'est pas du bluff? Non, pas du tout, pas du tout. La politique c'est quelque chose de très sérieux et surtout le contexte actuel, ça demande du sérieux. Donc le parti PASTEF, en connaissant le leader en quelque sorte, vous savez que ce n'est pas une personne qui se fie en quelque sorte sur ces bases-là. C'est quelqu'un qui a toujours mis du sérieux, n'est-ce pas, dans ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il est advenu en quelque sorte à transmettre à ses militants, à transmettre aux autres cadres en fait, le sérieux. Œuvrer pour le Sénégal de demain aujourd'hui. Nous voulons qu'il y ait, n'est-ce pas, de la refonte dans notre pays. Il y a beaucoup de pêle-mêle, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de défis à relever. Et c'est pourquoi il est important en quelque sorte de s'y travailler aujourd'hui. Parce que notre pays a acquis énormément de retard, énormément de scandales ici dans ce pays-là. Et c'est pourquoi il faut un changement, il faut qu'il y ait de la révolution. Il faut qu'il y ait de l'alternance si on veut advenir à ce changement-là. Et je pense que c'est ce que incarne en quelque sorte Ousmane Sonko. C'est ce que incarne aujourd'hui la personne de l'inspecteur Olivier Boucal et tant d'autres cadres du moment, du parti autant-pour-moi, du PASTEF. Vous insistez trop sur le parti dissous. Je pense que quand même vous avez du mal à vous départir de ce nom-là. On sait tous quand même que c'est un parti qui n'est plus reconnu par les autorités. Et même le recours que vous avez déposé au niveau de la CEDEAO, vous avez été débouté par rapport à ça. Alors, on revient un peu sur l'opposition. Déjà, on a un peu évoqué le cas de F24 qui, quand même, on a du mal à voir cette voix du F24 posée sur quand même le cours des choses, sur l'évolution actuelle de la politique. Il y a également un autre front qui a été mis en place par une bonne partie de l'opposition, le front pour l'inclusivité et la transparence des élections, le FIT. Jusqu'à présent, et là également, on a du mal à voir quand même cet engouement autour de ce FIT qui pourtant lutte pour une inclusivité des élections, ce qui quand même engage en grande partie vous qui êtes de l'ex-parti dissous PASTEF déjà, puisque
votre candidat, votre président Ousmane Sonko, sa participation est encore menacée, elle n'est pas encore écartée totalement, mais c'est une candidature qui reste quand même en suspense. Alors, c'est quoi le problème de cette opposition-là? Pourquoi on a du mal à avoir cette opposition, à mobiliser, à fédérer quand même l'ensemble des forces vives de l'opposition autour d'un motif ou bien d'un combat pour quand même appeler, inviter quand même ces Sénégalais à se réunir à cette cause-là? Pourquoi on sent que les 24, le FIT, D'abord, je vais revenir sur un jargon que les journalistes se sont appropriés il y a un moment, c'est-à-dire le jargon ex-Pastef. Bien sûr. Vous savez, mais je veux dire, ce n'est pas une manière de s'attaquer à la presse. Vous savez, le problème de la presse sénégalaise, c'est quoi? C'est parce que les politiques arrivent en quelque sorte à imposer des terminologies qui ne sont pas des terminologies journalistiques. Mais ça, c'est pas les politiciens qui nous imposent, c'est quand même la loi qui impose. Non, ce n'est pas. Dès lors que le parti est dessous, dès lors que le récépissé n'est plus reconnu par l'État du Sénégal, notamment le ministère de l'Intérieur, on ne peut plus parler de ce parti-là. Il faut que le conjuguer au passé, puisque c'est un parti dissous. Non, vous ne pouvez pas conjuguer. Vous allez avoir du mal aujourd'hui à l'accepter, mais c'est... Non, ce n'est pas une question d'avoir du mal. Vous ne pouvez pas conjuguer au passé un parti qui repose la majeure partie des militants de ce pays. J'utilise le terme projet. Oui, effectivement. Il y a quand même les gens qui croient à ce projet-là, qui sont toujours là, les mêmes personnes pour combattre auprès du donc, par respect à ces jeunes-là, il fallait quand même c'est une décision qui est tombée sur ce parti, c'est une décision qui est tombée. On ne peut quand même que respecter cette décision-là, d'autant plus que le recours que vous avez déposé au niveau même de la CEDEAO, vous avez été débouté, et donc on n'a pas le choix que d'appeler ça ex-Pastef. C'est la moindre des choses. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une obligation de l'appeler ex-Pastef? Bien sûr. Ce n'est pas une obligation. Bien sûr qu'on est obligé de ce n'est pas une obligation, parce que ce sont les mêmes termes qu'on voit du côté des personnes qui sont du pouvoir. Et malheureusement, ces mêmes jargons-là reviennent dans le monde journalistique. Voilà. Donc à partir de moi, quand on le voit, on se dit peut-être que la presse est déjà du côté du pouvoir. D'autant plus que les mêmes... D'autant plus que... qu'on soit un peu clair par rapport à ce... Je ne veux pas qu'on s'arrête. Moi j'ai compris. J'ai compris. Je ne veux pas qu'on s'arrête. Non, ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas... Ne parlez pas de moi de façon directe. Voilà. Vous parlez à la presse. Je vous explique. La presse n'a pas le choix aujourd'hui d'appeler ce parti-là comme il s'appelle. C'est un parti qui a été... C'est juste pour se conformer à une décision qui a été rendue par rapport à ça. On n'a pas le choix. Quand une décision est rendue, on est obligé. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord. En plus, le recours que vous avez déposé. Oui, moi je suis d'accord. Mais je vous ai dit, mais vous n'êtes pas obligé. Étant un journaliste indépendant, vous n'êtes pas obligé, en quelque sorte, de suivre ces arguments-là. Alors, comment quand même qualifier donc le parti, puisqu'il a été dissous? On est obligé comme ex. Non, vous n'êtes pas obligé. C'est comme mariage. Mais est-ce que si vous dites Pastef sans ex, ça change quoi? Mais ça change énormément de choses. Non, ça change rien en fait. Non, ça change rien en fait. Parce que déjà, il y en a qui parlent il y en a qui estiment que le fait même de prononcer ce parti-là quand même pouvait constituer quand même une entrave à la loi, puisque c'est on l'a écrit où? Dans quel article? Si le fait de prononcer le Pastef est une entrave à la loi. On l'a écrit nulle part en fait. C'est un parti qui n'existe pas actuellement. Il faudrait le comprendre ainsi. C'est pas le fait. Non, je suis d'accord. Mais pour ne pas s'attarder. Le parti qui a été dissous, par exemple, on n'est pas quand même on débat on ne veut pas qu'on s'arrête sur ça, mais je veux t'expliquer que dès lors que le parti a été dissous, le parti n'existe plus sur papier. Administrativement parlant, le parti n'existe pas administrativement parlant. Et quelque chose qui n'existe pas administrativement parlant, quand tu veux quand même en parler et conjuguer ça au présent, quand même ça pose un problème. Donc c'est pourquoi les gens utilisent le mot ex pour montrer que c'est un parti qui a été dissous. Mais ça ne veut pas dire quand même que les gens qui croyaient au projet
n'y croient plus. Les gens qui pensent que c'est Sonko qui incarne quand même la solution n'y pensent plus. C'est hors de question. On n'est pas en train d'entrer dans ça, mais on est juste sur des formalités administratives. D'accord, je te le concède, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on en vient donc un peu, parce que là, tu m'as fait arrêter sur ça. On passe quand même sur les récentes propos du président de la République sur les cadres casamançais. On a tous entendu quand même la réponse sèche qu'il a quand même apportée par rapport à la demande de ce collectif-là, qui quand même souhaitait pour la libération quand même des détenus politiques, Ousmane Sonko, surtout en sa personne. Alors, on l'a entendu, le président qualifier quand même ce collectif d'escroc, au mot quand même qui a quand même suscité un tollé au niveau quand même, surtout la société civile. On a entendu des responsables de la société civile également de l'opposition sortir pour condamner ces propos, surtout venant de la part du chef de l'État, garant de l'unité nationale. Alors, vous, quelle réponse apportez-vous à cette sortie du chef de l'État? Bon, moi, je n'avais pas voulu en quelque sorte commenter ces propos, mais je suis obligé en fait de le faire. Et je trouve que les propos déclinés par le président de la République concernant les cadres casamançais est une erreur de communication. Parce que un président de la République aurait pu mieux communiquer en utilisant d'autres termes plus décents que de considérer ou bien de taxer les cadres casamançais d'escrocs. Et j'ai toujours dit depuis l'autre jour que ces propos-là ne doivent pas en fait faire mal aux cadres casamançais qui sont de l'opposition. Au contraire, ça doit faire mal aux cadres casamançais qui sont du côté de la moelle présidentielle. Parce que le collectif des cadres casamançais, ça ne réunit pas tout simplement les cadres qui sont au niveau de l'opposition. Il y a également des cadres qui sont au niveau de la moelle présidentielle et qui sont dans ce collectif-là. Donc quand le président de la République traite ces derniers d'escrocs, je me dis qu'il a insulté même les cadres qui sont au niveau de la moelle présidentielle. D'autant plus que c'est un collectif qui réunit à la fois et les cadres qui sont de l'opposition et les cadres qui sont de la moelle présidentielle. Mais je trouve que ces propos, n'est-ce pas, est indigne d'un président de la République en fait. C'est une erreur, c'est une mégarde communicationnelle vis-à-vis du président de la République. Et ces personnes-là qu'il traite d'escrocs, ce sont des cadres qui sont en fait très nobles. Atepa Goudiaby, vous n'êtes que le cadre fille Sénégal, donc fille Sénégal a le cadre. Atepa c'est un cadre. L'inspecteur Olivier Bouclé est un cadre. Je connais les personnes qui sont de la moelle présidentielle et qui sont des cadres. Léon Zali, le maire de Tanaf, est un cadre. Alors, mais la question au-delà quand même du commentaire ou bien de la réaction du chef de l'État Macky Sall, on a entendu des universitaires quand même sortir pour se prononcer quand même sur cette situation. Il y en a qui qualifient déjà le mot cadre casamançais comme étant quand même un mot qui exclut une bonne partie quand même de ces casamançais qui ont énormément fait pour la Casamance. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je vous ai dit que quand il utilise des termes d'escrocs vis-à-vis des cadres casamançais, il n'a pas tout simplement insulté ceux qui sont au niveau de l'opposition, mais c'est ce qu'ils sont de son côté également. Et je trouve que ce sont des propos qui ne devraient pas être déclinés par le président de la République. Il peut quand même répondre à ces personnes-là en utilisant d'autres termes en fait. Un langage beaucoup plus diplomatique. C'est maintenant qu'il répond. Mais il aurait pu faire mieux en termes de la communication, en termes d'usage des mots en fait pour répondre à ces personnes-là. Mais traiter, n'est-ce pas, le cadre de toute une région d'escrocs, c'est en quelque sorte exagéré en fait. Je pense que si c'était quelqu'un, n'est-ce pas, de ces cadres-là qui a traité en quelque sorte le président d'escroc, je pense que ces derniers-là serait déjà du côté entre les mains de la justice.
Je pense que c'est une erreur de la communication qui aurait pu en quelque sorte éviter. Voilà. Ivo, on est presque arrivé à terme de l'émission. Je te laisse quand même passer ton dernier message. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Je pense que c'est ma deuxième fois d'être ici. C'est toujours un plaisir de t'accueillir ici. Ouais. Franchement, le débat est fructueux. Je vous remercie. Je remercie également toutes les populations du département de Goudomp. Je remercie également ma grande sœur qui est là, Kakan Sané, voilà, qui à chaque fois me conseille, m'oriente en fait. En venant, elle était en train de prier pour moi. Je salue encore une fois la femme de l'inspecteur Olivier Boukal, Madame Émilie, qui est une très grande dame, surtout une femme très très courageuse. Donc je la souhaite une très longue vie et une santé de fer. Merci encore une fois. Merci Ivo Diokou, c'était donc l'invité de Sans Mesure. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour notre Sans Mesure. D'ici là, l'information se poursuit sur le site www.maderpost.com, mais également sur la chaîne web Mader TV. Vis ton rêve, excellente et suite des programmes sur Mader TV.